saluer tous nos téléspectateurs et téléspectatrices en leur souhaitant un Ramadan Karim. Ramadan Karim à vous aussi. Donc, c'est un Ramadan qui vraiment coïncide avec la célébration habituelle du mois du patrimoine. Donc, est-ce que c'est spécial pendant ce mois-ci? Je n'ai pas, d'abord, je voudrais préciser votre fonction. Vous êtes guide professionnel et bien sûr, vous connaissez l'Algérie, non pas Alger seulement sur le bout des doigts. Vous saurez raconter une histoire dans n'importe quelle ville de ce pays. Oui, bon, c'est vrai, l'Algérie, c'est vrai, c'est un continent, mais j'allais dire l'ensemble des grandes attractions touristiques, on les connaît, on a aussi beaucoup d'amis sur qui on compte pour qu'ils nous éclairent un petit peu sur une destination. Donc on connaît les grandes villes, les axes, un petit peu tout le patrimoine qui gravite autour, mais tout ce qui est Voilà, il y a un réseau de guides oui, maintenant il y a un touristiques. réseau de guides et notre travail consiste aussi à promouvoir, c'est-à-dire Oui. la promotion de ce patrimoine. Et ce mois coïncide du 18 avril qui est la journée mondiale des monuments et sites, et le 18 mai c'est la journée mondiale des musées. Il y a, j'allais dire, une ambiance ou j'allais dire, une programmation très ardue pendant ce mois-ci. Mais, j'allais dire, la promotion et la protection du patrimoine, c'est toute l'année. Toute l'année, absolument. Donc, vous sillonnez les rues d'Alger, accompagné de groupes de touristes locaux et étrangers, à qui vous racontez l'histoire de tel monument, de tel site, de tel endroit. Et vous le faites très bien. Vous avez été armé pour le faire. Vous avez été formé en conséquence, n'est-ce pas, M. Salissou? Oui, si je peux, j'allais dire, à prétendre, je pense qu'on est parmi les 20 premiers guides qui ont été formés en 2000. C'était une nécessité, c'était dans l'urgence. Et ils en ont choisi une vingtaine parce que la chance qu'on avait, c'était qu'on travaille dans des institutions culturelles. Moi, je viens du Bardo, j'ai d'autres amis qui viennent d'autres musées. Et c'est comme ça que l'idée est venue de former ces guides accompagnateurs de musées et sites historiques et archéologiques. C'est quelque chose de très pointu. Et c'est comme ça que cette formation qui a duré dans le temps pendant 3 années d'études, avec en finale la mémoire de fin d'études, mais notre profil, c'est-à-dire nous a donné l'avantage d'être sélectionnés, parce que la plupart c'est des historiens, c'est des archéologues période antique ou islamique ou préhistorique, c'est un petit peu cet avantage-là, et on s'est formé nous-mêmes. Ma formation terminée, on devait aller, soi-disant, parce qu'on était formé dans l'Institut de formation des formateurs, on devait par la suite aller former d'autres, mais il y a eu une ouverture au ministère de la formation, de l'enseignement et de la formation professionnelle ils ont greffé cette formation, et tant mieux. Maintenant, il y a une relève. C'est vrai que, oui, mais c'est vrai qu'accumuler des connaissances, connaître le terrain, c'est important, mais il faut avoir aussi cette faculté de transmettre et de distiller toute cette masse d'informations ô combien importante. Et comment est-ce qu'un guide arrive à faire passer le message? Quelles sont les qualités qui sont requises pour le faire? Bon, déjà, il y a la passion. La passion, c'est la passion et aussi l'amour du patrimoine ou de la chose. On peut aimer autre chose que le patrimoine. Et on a vu aussi qu'à fur et à mesure, parce qu'on n'était pas destiné au départ, si je peux vous dire une anecdote, moi quand j'étais au lycée, j'ai jamais aimé l'histoire. Par exemple. Ouais, vous voyez, et là je suis vraiment dedans. Et je voulais un petit peu ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été commises me concernant, en essayant de transmettre un petit peu ces histoires et tout, avec une façon très humoristique, avec des anecdotes. Et ce qui nous fait pas rendre plus agréable le message. Et en plus, c'est-à-dire, quand je visite un site, moi, au préalable, je sais de quoi je vais parler, mais je laisse, j'allais dire, l'auditoire, c'est lui qui me guide. Et c'est à partir de l'auditoire où il faut, c'est-à-dire alléger, aérer, accentuer, faire abstraction quelque chose pour ne pas, parce que les gens, en dehors de la visite, c'est un petit peu un genre de dessert, ils veulent un petit peu se sentir pas tarabusé, mais beaucoup plus apprendre et s'amuser en même temps. C'est un petit peu ce C'est une distraction, c'est un divertissement, c'est un petit voyage. Voilà, on remonte l'histoire à travers les monuments historiques comme ceux qu'on vient de voir. Ce sont des monuments de la Casbah. Et la Casbah, c'est vrai que ça a été le point de départ pour ce cycle de visites et de circuits touristiques réactivés, on dira, en 2000. Juste en 2000,
J'ai profité, je vous ai ramené même pour vous dire que quand on a un petit peu terminé notre formation, on était obligé de faire un mémoire de fin d'études. Et mon mémoire à moi, vu que je voulais un petit peu promouvoir le patrimoine, j'ai pensé à une catégorie sociale très importante, qui sont les non-voyants. Oui. Parce que j'ai fait ma petite recherche et j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien concernant un petit peu le patrimoine et tout. Je me suis rapproché de l'école de la Chaux en compagnie de quelques amis non-voyants. Oui, et c'est comme ça que j'ai pensé à faire deux mémoires fin d'études. Un noir, qui veut dire en écriture, et un autre en braille. Et j'avais la chance et le plaisir d'avoir deux imminents, j'allais dire, docteur, un en préhistoire, M. Akash, historien, qui était non-voyant, mais une encyclopédie. Oui, c'est une encyclopédie qui m'a pas encouragé, il m'a assisté, il m'a orienté, et c'est comme ça qu'on a pu réaliser le premier guide en braille, sans me vanter, je peux vous dire au Maghreb. C'est par la suite qu'on a commencé, j'entendais, parce que je suivais un petit peu les périples, d'arriver à dire qu'à partir de 2008-2010, j'entendais d'autres pays s'occuper un petit peu, s'intéresser à cette catégorie sociale. Voilà. Et ce guide-là a été distribué à l'école de la Chaux. On a fait visiter le Bardo à des non-voyants. Et votre consoeur à vous, Leïla Bouzard, je pense qu'elle a fait une émission de radio en direct du Bardo. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce jour-là, j'ai entendu un non-voyant expliquer à un voyant la visite du Bardo. Ça, j'ai dit que je suis arrivé un petit peu à mon but de créer chez ces gens l'instinct. L'instinct et l'intérêt ça m'a beaucoup marqué. Et bon, par la suite. Ça peut être très émouvant. Nous sommes émus justement d'apprendre vraiment une telle nouvelle. Et en tout cas, vous avez continué à le faire. Après, dire que vous recevez tout le monde. Non-voyants, petits et grands, viennent vers vous pour une visite. C'est-à-dire il n'y a pas de souci. Et même pendant cette période-là, parce que je n'avais pas encore entamé l'enseignement, parce que j'ai enseigné de 2001 à 2010, l'Institut international de tourisme de gestion, où actuellement, je suis très content de voir mes anciens, j'aime pas dire élèves, mes anciens camarades, qui occupent des hôtels, ils ont des agences et ils ont eu une bonne formation. C'est pour ça que maintenant, quand je lis sur les réseaux sociaux, je tombe un petit peu embêté de voir une formation de guide en une semaine, 15 jours. Il y a même des formations par correspondance. Je dis, mais c'est quoi ça? On ne devrait pas mettre la mention guide, mais plutôt accompagnateur. Même dans l'accompagnement, vous savez qu'il y a une certaine on étudie des sciences, on étudie l'histoire sociale, un petit peu la psychologie, la sociologie, parce que si on a un groupe, on doit connaître un petit peu la géographie de quel pays il est venu, quelle est la langue avec quoi on va s'adresser à lui. J'allais à la sociologie, est-ce que j'ai affaire à qui? Un petit peu à une classe moyenne, à une classe bourgeoise, à des médecins, à des arts. Parce que l'auditoire, il est hétérogène. Voilà, tout à ça, vous pensez, sans compter l'histoire de l'art, que chez nous, elle est plus de 6000 ans, l'histoire de l'art. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui se fait. Si c'est nous, on a fait 3 ans, on avait un acquis déjà en préhistoire, histoire, comment voulez-vous? Et je suis en train de blâmer personne. Et on a différentes périodes, justement. Pour ne citer que les musées, parce que vous en parliez tout à l'heure, vous avez cité le Bardo, on a vraiment toute la préhistoire, on va un peu plus haut aux antiquités, donc on a toute l'antiquité. Et même au Bardo, on a la période antique, un petit peu l'ethnographie. L'ethnographie, l'anthropologie, et voilà. Ça, c'est les sciences sociales. Quand on va au musée des Beaux-Arts aussi, on a différents. Ce sont des décennies et des décennies, justement, de peintres. En dehors des peintres, il y a les sculpteurs, il y a plus de 8000 pièces. Entre peinture, gravure, verrerie, bon, je ne vais pas vous citer un petit peu, c'est le plus grand musée. Il était considéré à un moment donné comme le plus grand musée dans le monde arabe et le continent africain. Vous avez plus de 4600 mètres carrés avec 3 niveaux. Vous pouvez passer la demi-journée. Moi, je passe 4 heures dans ce musée. Oui, qui va dire, je sais pas, pour faire une semaine, et j'aimerais bien me recycler, aller faire une semaine, de voir comment ces choses, ou bien les gens d'actuellement, on peut facilement c'est pas comme nous, on était très lourds, c'est pour ça qu'il nous fallait 3 années d'études. En tout cas, c'était très impressionnant de
visité la Casbah à vos côtés. Moi, je l'avais fait justement début des années 2000. Et c'était, on avait visité la Casbah, il y avait tout un groupe et c'était très agréable. Et j'avais découvert une multitude d'informations que je ne connaissais pas du tout sur les différents monuments, sur l'histoire de cette vieille Médine. C'était un premier choix de circuit pour vous. Oui, parce qu'il fallait relancer un petit peu. La machine était grippée. C'est vrai que On sortait- l'Algérie avait ouais, subi on une a période. subi une période, il fallait recréer un petit peu, pas un petit peu, se donner confiance à soi-même, parce que moi je suis encore étranger à ce quartier. Tous les préjugés qu'il y avait, bon, je ne les ai pas pris en compte parce qu'il fallait relancer ça. Et j'ai trouvé un accueil plus que chaleureux. Il y en a qui m'ont un petit peu aiguillé, qui m'ont ouvert leurs portes, bien sûr. On essaie, moi, avec, il y avait une garantie morale par la suite. C'était pas du jour au lendemain, c'est quand ils m'ont vu que j'étais Oui, les quelqu'un qui voulait riverains nous ont apporter. carrément adoptés. Adopté. Après, hein, c'est Et sûr. par la suite, je voulais que l'habitant profite un petit peu de sa ressource, en essayant de trouver, parce qu'il n'y avait pas assez d'artisans, en essayant de casser la croûte chez quelqu'un, c'est-à-dire c'était comme ça, pour les capter, pour leur dire, écoutez, on vient un petit Oui, peu... on s'était arrêté, je me rappelle, devant ce marchand de Garanteka, par exemple. Ouais. La Garanteka, Ouais. elle était délicieuse. Et Ouais. tous les touristes qui étaient autour de vous se sont régalés. Ils ont goûté à un truc qu'ils ne connaissaient pas. C'est comme ça qu'il Il y faut... avait les sardines, il y avait Il y avait un je me peu de rappelle, tout. mais c'était bien. C'était le désordre dans l'ordre. Il y avait de tout. Ça avait son charme. Oui, ça avait son charme. Et un petit peu pour dire, parce que si on va greffer un petit peu les habitants de cette case-là, ils vont encore plus sauvegarder leur site. Et c'est eux qui vont un petit peu nous éclairer et en plus veiller sur nous. Oui, parce que c'est vrai que vous combinez aussi la restauration chez l'habitant Ouais. dans les circuits spécifiquement à la Casbah. Donc les habitants se sont impliqués, ils ont ouvert leur douéra Ouais. pour justement accueillir les touristes pour un mets traditionnel qui complète la visite. Oui, c'est vrai que j'aime Ah ben on vient de parmi voir les le plus- Garanteka. Ah oui. La Garantica. J'ai pas l'écran en face, c'est Oui, pas grave. oui. C'est vrai, on a commencé à faire ça. Pourquoi? Pour l'intérêt. Pour que les gens un petit peu pensent qu'on n'est pas venu un petit peu chasser dans leur terre. Eux aussi, ils ont, Voilà. pas dire le terme, leur part, mais pour parler un petit peu. Mais le choix a été dicté par un cahier de charge, parce que la personne doit être d'un niveau d'études plus ou moins élevé, expliquer la famille nécessiteuse, mais arriver à terminer, à remplir les fins de mois, c'était un petit peu ça. Et c'est comme ça qu'on a choisi 2 ou 3 maisons et qui ont été, qui nous ont un petit peu honorés. On n'a jamais eu d'intoxication, Dieu merci. Mais maintenant, j'ai pris un petit peu le recul. Je me suis un petit peu éloigné de tout ça. Et là, on a repris un petit peu les contacts parce que pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais la situation. Mais les choses évoluent. Il y a des petits lieux de restauration qui ont ouvert. Oui. Il y a des échoppes qui ont ouvert par rapport au métier d'art. Il y a eu plusieurs. Il y a énormément d'artisans. Des artisans qui s'installent à nouveau dans cette. La dernière, c'est une dame que j'ai connue la dernière fois, j'étais de passage. Et dans un petit coin à Agla, elle fait dans la vannerie, une dame qui fait tous ses couffins à l'ancienne et tout. Ça m'a déjà occupé l'espace, c'est préserver l'espace. Oui, tout à fait. Déjà, occuper l'espace, c'est préserver l'espace. Et ça, j'ai pris ces cartes, ça m'a honoré. La preuve, j'en parle d'elle, je parle de cette dame et je lui souhaite une bonne continuation. Malgré la relève, elle existe, mais il y a ceux qu'on a. Qui sont décédés, par exemple, un Hachmi, le dinandier, c'était le dernier des Mohicans, un Merli, celui qui faisait le iflet. C'est-à-dire, il y a une relève timide, mais il y a une relève. Mais les anciens aussi disparaissent. Bon, il y a une association, je pense, comment, j'ai oublié c'est pas que j'oublie. Oui, on en parlait, ça me fait plaisir qu'il parle un petit peu de ces gens qui étaient des repères au niveau du site de la Casbah. Voilà, mais quel est le circuit que vous préférez le plus, celui qui vraiment vous a donné du bonheur pendant l'exercice? C'est-à-dire, si on prend par exemple, il y a ce que j'appelle moi le côté soleil et tout, on prend du coup un petit peu Siderban, on descend par le quartier des Cordonniers, on arrive au quartier Soleil. Ah, donc on est toujours à la Casbah. Hein? Ouais.
Là, on est de côté, mais un circuit, j'allais dire, comme disent Omar Fifdrek, pour arriver pour un petit peu, parce qu'une catégorie, on a des seniors de troisième génération, je pense qu'il y a quelques amis qui nous regardent, ils ont le sourire au coin. C'est un petit peu léger, avec peu d'escaliers, on a goûté à Sidi Abdelrahman, la Madrasa, les deux musées. Mais il y a ceux qui veulent un petit peu l'authenticité. On peut faire par exemple, on descend par la rue Tombouctou, il est né le Hajj Mohamed Lanqa, Bir Djebbah, Sidi Mohamed Cherif, on parle un petit peu de Sidi Mohamed Cherif, Sidi Bougdou, ça c'est beaucoup, parce que dans le tourisme, il y a le culturel et le cultuel. Ça c'est le côté culturel. Je prends Sidi Mohamed Cherif, la rue Catan, Sidi Bougdou, et on explique pourquoi, et on leur parle un petit peu de la fameuse histoire d'Al-Makra et les deux sœurs et tout, on leur montre à la maison parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer, on leur parle un petit peu de cette légende. Il y a plein de légendes. Oui, il y a énormément de légendes. C'est une manière d'arriver à cette vulgarisation que vous avez ciblée. Vous disiez si bien tout à l'heure qu'il fallait avoir la passion pour pouvoir vulgariser toute l'information et la distiller aux visiteurs de notre pays. Donc, moi, je pensais, donc c'est finalement votre circuit préféré demeure la Casbah, bien que vous ayez aussi guidé à travers le pays. Oui, j'adore les musées. Les musées, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a de très très beaux musées. Je ne vais pas dire malheureusement, mais maintenant il y a un public, maintenant on essaye d'un petit peu de secouer les écoles, on se déplace. Moi, en 2000, j'ai créé ce que j'appelais à l'époque la valise muséale. J'ai constaté qu'il n'y avait pas à l'époque Internet. En fait, je me déplaçais dans les lycées, les écoles qui n'avaient pas les moyens de louer un bus, ou bien même s'ils louent, c'est anti-pédagogique de ramener 50, 40 gosses, un petit élèves. Je me déplaçais à cette école. J'avais mes diapos et je leur projetais. C'est le musique qui va vers l'école. Et c'était une expérience magnifique. Il y a des retours extraordinaires. Bon, maintenant, j'ai dit que j'ai pris du recul, mais ça peut se faire très prochainement s'il y a des demandes, s'il y a des directeurs d'école qui veulent. En tout cas, pour ceux qui nous suivent ce matin, donc Salim Sabour ici présent, donc est guide professionnel et bien sûr, les visites de la Casbah ou d'Alger continuent en soirée et c'est spécial pendant Ramadan. Donc voilà, je vous invite à le. Comment faire pour vous joindre, Salim Sabour? Bon, maintenant il faut vivre avec son corps. Il y a ma page. Je vais dire que il y a ma page Salim Sabour, connue. Il y a aussi Salim Sabour, guide accompagnateur. Et il y a le téléphone aussi. C'est pas. Oui, on peut pas donner le téléphone à l'antenne, mais en revanche, voilà, vous avez donné les deux adresses et les deux liens. Je voulais vous montrer le premier guide en braille. Pour dire je pense qu'on l'a montré tout à l'heure à l'antenne, mais Marie, on va essayer de le montrer. Ça, parce qu'il a noirci, je l'ai vu pour l'émission. Ça, c'était. Le musée national du Bardo, mémoire de magnitude de braille, conçu par Monsieur Saboul, année 2000. Ah, mais c'est vrai. Tout est en braille. Tout est en braille. Pour le bonheur de nos voyants, bien sûr. Oui, parce que j'allais dire, ils ont une insuffisance visuelle et non pas intellectuelle. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça que moi aussi, en m'imprègnant, on m'a appris beaucoup de choses. Vous avez cité Akash, c'était Akash, je suis resté 15 jours dans leur école pour apprendre. On m'a mis dans une chambre noire pour ne pas retrouver un petit peu les sensations que eux ressentent. Et c'est comme ça que cette chose est venue. Et j'ai vu qu'ils n'avaient absolument rien. Et maintenant, je pense qu'ils sont contents d'avoir ce guide. Absolument. Bravo pour tout ça. Merci. Bravo aussi Sabour. Et bien sûr, le plaisir continue. Le plaisir de partager toutes ces connaissances liées à notre patrimoine se poursuivra durant ce mois du patrimoine, donc qui s'achèvera le 18 mai prochain à l'occasion de la Journée mondiale des musées. Merci d'avoir honoré